Salut à tous et bienvenue sur Fish & Test. Aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Louis Leveuf qui va nous faire une interview exclusive pour nous présenter le Biotop Stick de Fish. Un petit stick bait vraiment original avec un concept vraiment novateur. On va vous parler de construction, de sa conception et donc de ses caractéristiques. Alors je vous dis à tout de suite avec Louis Leveuf pour parler du Biotop Stick. Salut Louis, merci de nous recevoir et de nous consacrer un peu de temps pour présenter votre nouveau leurre chez Fish. Mais avant de présenter ça, est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs? Ouais, bonjour Fred, merci de nous recevoir aussi, de nous donner la possibilité de nous exprimer. Donc, moi je m'appelle Louis, aujourd'hui je suis directeur technique et scientifique chez Fish. Donc, je gère la partie R&D, tout le service produit, où on est aujourd'hui 5 à travailler à plein temps, plus les interventions de Matt, le créateur de la marque, et le gérant qui est toujours le principal designer de nos produits. Voilà. Dans le bureau, plutôt de formation ingénieur, pour la majorité des gars, ingénieur plasturgiste, mécanique, pour pouvoir faire toutes les parties techniques des leurres. Et puis on a aussi un ingénieur halieutique et puis Victor en designer produit. Donc une belle équipe assez jeune. Ok, oui, Fish, je pense que ça parle à beaucoup de monde. J'avais envie de dire, on présente plus la marque, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas complètement Fish. Est-ce que tu peux nous présenter du coup un peu votre marque et vos concepts? Ouais, tu vois, je pense, en tout cas on voit au bord de l'eau, que la marque Black Minnow est presque plus connue que la marque Fish. Pourtant, c'est Fish qui a créé le Black Minnow. Donc nous, on est des concepteurs développeurs de leurres. Donc c'est pour ça qu'on a un service produit qui fait tout le développement des produits. Donc les développements, ils sont faits en Bretagne, avec des testeurs à travers la France, à travers l'Europe. Et après, on fait fabriquer pour nous. Et une fois que c'est fabriqué, on distribue le matériel que l'on a développé. Donc voilà un peu comment on fonctionne. Donc on est une société qui est du côté de Brest. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes à travailler dans la société. Donc voilà, une société bretonne qui sait faire vivre, on va dire, tout l'environnement breton local. Ok, oui, une belle petite société française au milieu du marché de la pêche, qui est quand même un gros marché. Et donc oui, alors tu nous as parlé du Black Minnow, incontournable. Les truites. Là, oui, la version truite, comme je disais, nous on est un peu loin des côtes, donc forcément on s'adapte, mais très bon leurre qui s'est avéré efficace sur beaucoup d'espèces. Et on remarque aussi qu'il y avait déjà quand même l'idée, c'était peut-être pas la volonté première, mais on évitait de laisser du plomb au fond de l'eau. Ah oui. Perfectant, c'était très intéressant de pouvoir pêcher sans laisser trop de leurre, parce que les têtes tombées, forcément, ça s'accroche à la machine. On avait déjà un concept éco, et là vous revenez avec un leurre de surface, un stick bait, un leurre. On a l'impression d'avoir fait le tour parce qu'on en a vu quand même beaucoup de modèles. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu, d'un point de vue technique, du coup, votre nouveau leurre, le Biotop Stick? Ouais, mais tu vois, juste pour revenir sur le Black Minnow, c'est vrai que c'était quand même une volonté du départ, parce qu'on reprend un peu l'histoire de Fish. Donc c'est Mathieu qui était revenu vivre en Bretagne après avoir travaillé pas mal de temps à Paris. Il commençait à pêcher le côté Loch Tudy, donc la sortie de la rivière où tu as beaucoup de roches, beaucoup d'algues, et il devait aller pêcher près du fond, et il perdait beaucoup de leurre. Et c'est là où il a commencé à développer ce système-là. Donc le Black Minnow a été développé quand même pour aller pêcher près du fond, perdre moins de leurre et passer à un endroit où d'autres leurres ne passaient pas. Donc ouais, déjà à l'époque, il y avait cette volonté-là pour aller chercher des poissons. Là, on ne pouvait pas aller chercher classiquement sans perdre trop de matériel. Donc ça fait vraiment partie de l'histoire du Black Minnow. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui qu'il est autant utilisé. Pour revenir sur le Biotop Stick, du coup, donc ce qu'on a voulu faire, c'est un leurre de surface. Ça faisait longtemps qu'on nous demandait. On est quand même, je pense, parmi les marques expertes pour la pêche du bar, notamment en Europe. Et le leurre de surface fait partie des incontournables à avoir pour pêcher le bar. Donc ça fait des années, presque depuis le début de Fish, qu'on nous demandait de faire un leurre de surface. On a travaillé dessus en 2017-2018. Rapidement, on a réussi à faire un leurre qui fonctionnait bien, qui prenait vraiment du poisson. Ça se lançait bien, ça s'animait facilement, ce qui était en gros le cahier des charges d'un stick bait, on va dire un peu classique, quoi. Mais pour nous, ça n'allait pas assez loin encore, dans le sens où on n'avait pas quelque chose qui se démarquait du marché. Et à partir de 2018, en parallèle, on a pris un virage où on a voulu vraiment développer du matériel de pêche pour être beaucoup plus responsable d'un point de vue environnemental. Et donc, on s'est donné le challenge de faire ce leurre-là dans un plastique qui serait biodégradable dans la mer. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on est reparti en 2018 sur la continuité de ce projet leurre de surface. Et de 2018 à aujourd'hui, on va dire jusqu'à 2022, on a travaillé pour réussir à développer ça. Oui, du coup, alors vous étiez arrivé à un leurre abouti, mais
pour vous pas assez concurrentiel. Mm. Vous êtes allé chercher du coup cet aspect éco-friendly, écologique, où du coup, bah, malheureusement, on a tendance à laisser des matériaux dans l'océan, dans les rivières. Et là, du coup, on arrive sur quelque chose qui est quasiment neutre. Et donc, on entend que vous avez un plastique, vous avez trouvé une matière qui est donc biosourcée et biodégradable. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus précisément ce que ça veut dire? Parce que ça ne parle pas à tout le monde, forcément. Oui. Oui, j'aurais dû prendre des granulés pour vous montrer. En fait, les matières plastiques, habituellement, celles que l'on connaît depuis très longtemps, qui sont présentes partout dans notre quotidien, sont faites à partir de pétrole. Et donc, pour synthétiser, on est obligé d'extraire du pétrole, de faire de la chimie sur ce pétrole-là pour pouvoir faire ces matières plastiques-là. Donc, ça, on entend parler aujourd'hui qu'on va avoir une raréfaction du pétrole, que c'est une ressource qui est en quantité finie, qu'il va falloir faire attention, des économies. Et donc, depuis quelques années maintenant, il y a des matières dites biosourcées qui se développent. Alors, quelle est la différence? Une matière biosourcée, plutôt que d'être faite à partir de la chimie du pétrole, bien souvent, en tout cas, une catégorie de ces matières-là vont être synthétisées par des bactéries. C'est-à-dire que des bactéries, en s'alimentant, vont générer des molécules de plastique, des molécules polymères en elles, qui vont pouvoir être ensuite utilisées et transformées comme n'importe quel autre plastique. Et donc là, on parle de plastique biosourcé parce que du coup, on n'est pas issu du pétrole. Donc nous, on a essayé de choisir justement un de ces plastiques-là, qui soit non issu du pétrole pour avoir le côté, on va dire, pérenne, qu'on puisse l'avoir pendant des années, sans impacter les stocks de pétrole qui nous seront précieux dans les années à venir. Ensuite, biodégradable. Alors la biodégradation, c'est quelque chose qu'on entend partout maintenant, à tort et à travers. Et donc, du coup, la biodégradation, ça signifie que la matière plastique va se dégrader dans le milieu, dans un environnement. Alors, on entend beaucoup parler des microplastiques. Les plastiques vont se dégrader en microplastiques presque toujours, de taille plus ou moins grosse, mais ce n'est pas suffisamment suffisant parce qu'on reste avec une pollution plastique. Donc, même s'ils disparaissent visuellement de la surface de la planète, en tout cas à notre échelle, ils sont toujours présents et entraînent des pollutions. Donc, une fois que certains plastiques se sont dégradés en microplastiques, il existe quelques bactéries qui sont capables de bioassimiler ces microplastiques pour certains plastiques. Et ces plastiques-là sont alors considérés comme biodégradables dans le milieu où sont présents ces bactéries. Donc voilà, il va vraiment avoir les deux phases. La phase de dégradation qui va être de l'érosion, l'influence de la Lune. Hein. Je pense qu'on a tous connu la chaise de jardin qui cassait au bout d'un certain temps. Ça va être l'influence de l'eau à trop longue durée, le frottement contre le sable. Toutes ces choses-là vont dégrader le plastique en microplastique. Et en parallèle, sur certains plastiques, les bactéries sont capables de le manger. Et nous, justement, ce qu'on a cherché à faire, c'est sélectionner le bon plastique qui est capable d'être bioassimilé par des bactéries présentes dans le milieu marin. Et c'est aussi vrai, du coup, en eau douce. Ok, bah de toute façon, en eau douce, si jamais le plastique venait à rester, il va se dégrader naturellement par érosion, comme tu disais, et finir dans l'océan à un moment ou un autre. Oui, ça peut, mais si c'est, par exemple, si ça ne va pas assez vite, il va se finir dans la couche de sédiments et il va être enfoui dans de la base. Donc là, c'est pareil, tu ne vas pas avoir forcément les mêmes bactéries. Et donc, c'est important aussi de choisir des plastiques qui, dans ces conditions-là, peuvent se dégrader. Donc voilà, la biodégradation est toujours liée à un milieu par rapport à des bactéries. Il y a des plastiques qui se biodégradent bien plus facilement que d'autres dans les plastiques dits biodégradables et qui vont avoir plus de milieux où ils vont pouvoir se biodégrader. Et nous, on a fait le choix assez drastique de choisir un qui soit capable de se dégrader dans le milieu marin, parce que globalement, ceux qui sont capables de se biodégrader dans le milieu marin sont capables aussi de se biodégrader en compost, et en compost domestique, c'est-à-dire à la maison, dans de la terre, donc dans de la vase et tout ça. Oui, donc là, vous êtes allé loin sur la finalité du leurre, si jamais il est perdu. Donc, du coup, il disparaît complètement, les molécules sont réintégrées dans le cycle naturel. Voilà. C'était le gros challenge, c'est de trouver le plastique qui pourrait convenir pour fabriquer un leurre et qui possède ces aptitudes-là. Il y en a très peu. Hein. Je pense que si les plasturgistes nous regardent, regardent cette interview, ils vont très vite savoir de quel grade de matière il s'agit. Même si c'est développé, il y a plein de petites spécificités. Alors du coup, alors vous êtes parti d'un stick bait pour arriver à ce projet-là. On pourrait interroger un petit peu quand même l'intérêt de choisir un stick bait, puisque finalement, c'est certainement le leurre qu'on va le moins perdre en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un leurre qu'on perd moins,
Mais en fait, c'était juste histoire de. C'était un sujet qui était sur la table et qui servait de, de domaine expérimental, en fait. À l'époque, on aurait développé un leurre à bavette, mais ça aurait été le leurre à bavette qu'on aurait essayé de faire en biodégradable. Là, il se trouvait qu'on était en développement sur un stick bake, donc c'est celui-ci sur lequel on a cherché à le rendre biodégradable. Mais pour nous, l'objectif, c'était de, de réaliser cette techno-là, de développer cette techno-là, et maintenant qu'on possède cette techno-là, on va pouvoir la décliner sur d'autres formats de leurre. Donc ça, ce sera moins un souci. Même si le fait qu'il n'y ait pas de bavette, c'est quand même avantageux et ça enlève quand même une difficulté. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de lancer cette techno-là, d'apprendre à travailler, de trouver les bonnes matières, d'apprendre à les travailler, d'apprendre à les assembler, à faire des leurres avec, parce que c'est totalement différent. On casse quand même beaucoup de code en repartant comme ça de zéro. Et donc, maintenant que l'on sait faire, l'idée, c'est de développer ça sur d'autres produits. Donc oui, ça en fait parler certains, le fait qu'on ait choisi un leurre de surface pour le rendre biodégradable. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'était le leurre laboratoire. Il en fallait un de toute façon, ça c'est clair. Bon, je trouve ça tout de même intéressant. Hein, on perd toujours des leurres, hein, quoi qu'il en soit, même un leurre de surface. Hein. Et donc là, bah, c'est l'occasion de faire ses preuves hein, à cette matière, à ce concept. Du coup, moi, je voudrais revenir un petit peu sur la question de l'origine biosourcée du matériau, où on dépendrait du coup de l'agriculture pour obtenir notre matière première. Une agriculture qui peut être décriée. Alors je sais pas, je ne connais pas l'origine du coup de la chaîne de production de votre plastique, mais en général c'est soit du maïs, il y a des algues également. Bon, je sais pas exactement la source. Non, c'est ça. Il y a des, je ne sais pas combien de bactéries qui sont capables de synthétiser ce genre de plastique-là. Il y en a qui proviennent de la mer, il y en a qui proviennent de la terre. Effectivement, ce qui est le couramment utilisé, c'est d'utiliser des sucres présents dans la canne à sucre ou dans le maïs pour donner à manger à ces bactéries-là pour qu'elles synthétisent le plastique. Donc, dans ce cas-là, on pourrait se dire qu'on va faire une concurrence à l'alimentation humaine et on risque d'en manquer aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et comme tu le dis, on risque de faire de plus en plus de cultures intensives, de déforester pour pouvoir faire ces plastiques-là. Donc, ça faisait partie des préoccupations scientifiques autour de ces matières-là. Donc maintenant qu'on maîtrise mieux la production de ces matières-là, tout le travail est de faire attention justement à l'origine de l'alimentation de ces bactéries-là, pour ne pas faire de concurrence alimentaire à l'alimentation humaine et pour ne pas intensifier la superficie de culture nécessaire. Donc chaque fournisseur de matière garde secret le type de bactéries qu'ils utilisent et comment ils les nourrissent. Malheureusement, ça fait partie de leur secret interne. C'est des matières qui sont très confidentielles. Hein. Il n'y a pas beaucoup de producteurs au monde. C'est des matières qui sont difficiles à faire pour qu'elles soient stables et utilisables d'un point de vue industriel. Donc, il y a ça vraiment confidentiel. Par contre, certains s'engagent justement à ne pas aller sur ces terrains-là, à faire attention que justement leur production soit le plus écologique du début à la fin. Et donc, nous, dans notre sélection de fournisseurs, on a fait attention à ce qui nous certifie aussi que leur matière n'a pas été développée au détriment de cultures intensives et énormes. Même si pour le moment, on en a tous conscience, hein, c'est des volumes de matière qui sont ridiculement faibles hein, au niveau de production. On estime que la production de ces matières-là va vraiment exploser dans les années à venir. Donc, c'est une réponse où je te dis pas oui, je te dis pas non, mais en tout cas, on est conscient de ça. La communauté scientifique est consciente de ça. Les producteurs de ces matériaux-là sont vraiment conscients de ça et font en sorte de ne pas aller sur ce terrain-là et travaillent pour que justement ce soit vraiment quelque chose qu'on puisse utiliser pendant des années sans ajouter de problématiques. Ok, ouais, donc bah oui, vous avez vraiment travaillé le sujet. Vous êtes, ouais, oui. Après, c'est compliqué de trouver des solutions parfaites. Hein. Là, on en a une déjà qui est super intéressante, je trouve. Et donc, bon, on va changer de sujet, puis on va revenir sur un point de vue plus pratique, plus technique. Donc, ce leurre va se dégrader dans le milieu. À partir de quand? À partir de combien de temps? Et du coup, est-ce que ça nous impacte, nous, par exemple, dans le stockage du leurre? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce qu'il faut sécher le leurre, rincer le leurre pour éviter que ça se décompose dans les boîtes? Non, heureusement. Alors, comme je disais tout à l'heure, la biodégradation, elle intervient dans des conditions très particulières. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des bactéries qui soient présentes. Donc, vous allez me dire, oui, mais quand je use mon leurre dans l'eau, il y a forcément des bactéries qui sont présentes. Oui, c'est vrai. Mais l'avantage du plastique que l'on a choisi, c'est que ce n'est pas l'eau qui va biodégrader les chaînes de plastique, hein, les chaînes polymères. Pour le coup, c'est les enzymes des bactéries. Et donc, pour que ça se fasse, il faut laisser le temps aux bactéries
de s'accrocher au leurre et qu'elles aient le temps de le digérer. Donc, concrètement, quand on utilise, nous, en lancer, ramener dans l'eau, même si on le met dans notre boîte de pêche non rincée, encore mouillée, non séchée, ça ne va rien changer. Alors, on verra peut-être si certains ils le gardent pendant 50 ans. Dans 50 ans, est-ce que la surface ne sera pas devenue peut-être un petit peu poreuse? Je ne sais pas. Mais à l'échelle de la vie d'un leurre classique pour un pêcheur, il y a rien à faire. Vous utilisez comme un leurre classique. Pas besoin de le rincer, pas besoin d'enlever la boue, pas besoin, enfin, comme un leurre classique en fait. Rien à faire de plus. Par contre, si on le perd dans le milieu naturel, le fait qu'il se dégrade en fait, qui va se dégrader selon les milieux plus ou moins rapidement, mais qui quand même va finir se dégrader en petits morceaux, et ben, ça va donner une surface de contact aux bactéries bien plus grande. Et donc là, ça va faire en sorte qu'il se biodégrade bien plus vite. Fini de ramasser les leurres sur l'estran intact et qu'on peut réutiliser derrière, quoi. Je pense que ce sera plus compliqué, effectivement. Après, 2 jours ou 3 jours après, s'il est perdu dans un endroit pas trop soumis aux vagues et au sable, si, là, il sera toujours bon, hein. Il peut rester sans agression extérieure, il peut rester quelques jours dans l'eau sans bouger du tout. En fait, la biodégradation va aussi dépendre de la température de l'eau, de l'endroit où on va le perdre. Est-ce que c'est une zone qui est selon le fond, on va le perdre si c'est vraiment de la roche, du sable, de la vase, il va y avoir plus ou moins de bactéries selon l'intérieur de l'année, selon la position en fait du spot de pêche par rapport à l'arrivée de l'eau douce, par rapport à tout ça, les stocks de bactéries ne vont pas être les mêmes. Et donc la biodégradation va se mettre plus ou moins vite en place. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de durée de biodégradation, même si on commence à être accoutumé dans les normes aujourd'hui de dire qu'une biodégradation, il faut qu'en 6 mois, c'est disparu. Et si on suit cette norme-là, une feuille de chêne n'est pas considérée comme biodégradable, parce qu'une feuille de chêne, il va rester toute l'armature de la feuille de chêne. Il faut beaucoup plus que 6 mois pour une feuille de chêne pour se biodégrader. Donc en fait, sur ces matières-là, on commence plutôt à regarder la notion de bioassimilation et de se dire qu'au final, même si on le perd dans le milieu naturel, même si parfois ça va mettre quelques mois, parfois 1 an, parfois 2, parfois 3, ce que l'on sait, c'est qu'à terme, on va entraîner aucune pollution plastique résiduelle. Et aussi sans écotoxicité pendant tout le long du processus. Ça, on n'en a pas parlé, mais dans l'impact environnemental, c'est important de regarder la biodégradation. Côté biosourcé, c'est assez important parce qu'on sait que c'est une solution qui va pouvoir être utilisée vraiment dans les années à venir. Il y a aussi le paramètre écotoxique, parce qu'au moment où on fabrique le matériau, où on le transforme, où on le perd dans l'eau, et pendant toutes les phases de dégradation, il pourrait devenir toxique pour un organisme dans le milieu où il se trouve. Et là, pour ce matériau-là, on n'a pas d'écotoxicité connue dans le milieu marin. Donc c'est tout un ensemble de petites choses qui font que ce produit-là aura un impact environnemental le plus faible possible. Oui, donc on parle là de la matière brute, hein, du plastique, mais donc c'est accompagné aussi de tout ce qu'il y a autour, parce que vous êtes allé vraiment au bout du concept, parce que du coup, pas de vernis, pas de peinture. Donc, pas de vernis, pas de peinture, parce que même s'il y a des peintures à base d'eau, ça reste un revêtement plastique, hein. Il y a des plastiques dont le solvant, on peut les solvater à l'eau, donc pas question pour nous de mettre une peinture dessus, notamment parce qu'il y a certains pigments, certains colorants dans les peintures qui ne sont pas gérés non plus aussi, qui peuvent être écotoxiques. Pour autant, on ne voulait pas faire que des leurres. Le Ghost, hein, chez nous, la couleur Ghost, là, c'est la couleur naturelle. C'est la couleur naturelle du plastique sans teinture, sans rien. C'est pour ça qu'on n'en a pas de totalement transparent, parce que ce pas des plastiques qui sont complètement transparents. Donc on ne voulait pas faire que cette couleur-là. Donc on a travaillé sur comment colorer ces matières-là, et une des solutions les plus naturelles, c'est d'incorporer des pigments, soit organiques, soit minéraux, mais en tout cas on incorpore des pigments qui ne sont connus aussi pour apporter aucune écotoxicité, souvent qui ont le qualificatif alimentaire, c'est-à-dire qu'on peut le manger, dans le sens où on se dit que du coup c'est le moins contraignant. Parce qu'il serait compliqué pour nous de tester chaque matière colorée, refaire les tests de biodégradation pour chaque matière colorée, vu le coût de ces normes d'essai-là. Donc voilà les précautions qu'on prend, et ça nous permet de faire plusieurs couleurs, hein. Aujourd'hui, on a deux autres couleurs que le naturel. On a le white pepper, là, qui était une couleur un peu crème et un peu mouchetée, et puis le noir. Voilà. Le noir, un grand classique pour les leurres surface, noir un peu métallisé. Donc voilà, puis on a d'autres couleurs sur lesquelles on travaille pour les faire venir plus tard. Donc voilà.
Mais c'est comme ça qu'on a réussi à contourner le problème de peinture. Donc là, ça pousse un peu le pêcheur dans ses retranchements et de se dire, j'ai pas besoin d'un coloris holographique ou UV ou quoi. On revient sur la base. Je trouve ça très intéressant. On laissera juger les poissons de ça. Ensuite, vous êtes allé donc toujours au bout, toujours plus loin. On va parler de l'armement. Oui. Moi, j'ai été surpris par le matériau choisi parce que je savais que c'était utilisé pour des pêches fortes, il me semble, pêche au thon, pêche en mer, donc l'inox. Et je suis curieux de voir apparaître l'inox pour des hameçons de cette taille. Et puis je me dis, bah, si ça peut se faire, pourquoi c'est pas déjà plus utilisé finalement? Alors ça, il faut poser la question à VMC. Parce que c'est une très bonne question. C'est-à-dire que nous, en fait, on a repris leur modèle d'hameçon simple hein, qui va très bien de chez VMC. Et on leur a demandé du coup de nous le faire en inox. Pourquoi? Parce que sinon, les hameçons que l'on utilise classiquement, c'est des hameçons qui sont faits en acier avec certains revêtements dessus. Donc les revêtements sont quand même plus ou moins polluants, il y a plusieurs choses dedans. Donc même si VMC fait partie des sociétés qui travaillent à faire très attention justement à la qualité des revêtements qu'ils mettent dessus et à comment ils retraitent les eaux de traitement de traitement de surface, ça reste quand même des choses qui nous paraissaient pas assez extrêmes sur ce produit-là. Donc du coup on est parti sur l'inox, c'est ce qu'on a demandé à VMC pour justement avoir quelque chose qui soit le plus neutre possible. On a été très surpris aussi parce que c'est ultra piquant. Franchement, on a été bluffé par ça. On a l'impression que c'est presque plus piquant que le matériau d'origine utilisé par VMC. Donc voilà. Voilà comment on en est arrivé là. Pourquoi est-ce que c'est pas plus développé pour la pêche de loisirs? Honnêtement, je ne saurais pas dire, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui, d'autant qu'on imagine pas quand même qu'au niveau résistance à la corrosion, ça doit être intéressant, quoi. Niveau résistance à la corrosion, c'est très intéressant. Après, il y a différents types d'inox, hein, l'armature traversante, l'anneau brisé et l'hameçon ne sont pas forcément les mêmes inox, donc il y a toujours le côté anneau sacrificiel. Donc même si c'est l'inox, il y a toujours la corrosion qui finit par apparaître. Donc il ne faut pas être surpris si dans la boîte on voit des petits points de rouille qui apparaissent dessus. Ça part assez facilement. Hein. Ça va pas s'oxyder aussi vite que de l'acier classique. Mais quand même un bon inox dans un environnement salin assez fort finira par s'oxyder un petit peu. Oui, ça c'est inévitable. Mais bon, j'imagine, on verra en pratique ce que ça donne sur le terrain, que ça préserve un petit peu les hameçons et puis que ça les sauve. Ensuite, oui, on parle de l'hameçon, du matériau, mais la forme aussi, du coup, le simple. Le simple, c'est quelque chose qui se développe chez les aficionados du simple. Il y a beaucoup de pêcheurs qui passent 100% en simple. J'en ai fait partie pendant quelques années. Et donc, la proposer un leurre directement monté en simple pour la pêche au bar, il y a un petit pari quand même, il y a un petit challenge. Moi, je suis le premier à féliciter le truc. J'espère que ça mordra chez les pêcheurs parce que franchement, il y a tout à y gagner. On peut rater quelques touches, ça on est d'accord, mais il faut vraiment se focaliser sur une chose, des touches on en rate même en triple, ça faut pas l'oublier. Oui, bah alors, c'est vrai qu'on l'avait déjà fait, hein, notre Power Telmer est déjà en hameçon simple. Je vous rappelle, donc c'est vraiment des choses que l'on a déjà fait en se prenant quelques remarques en disant un triple ça aurait été mieux. Donc là on a pris, oui, vu ce qu'on voulait faire en fait, les leurres de surface, 2 triples sur des poissons comme le bar ou le black bass ou la perche, on blesse beaucoup les poissons sans vraiment prendre plus de touches. En tout cas, dans nos essais, on n'avait pas forcément beaucoup plus de loupés en hameçon simple qu'en hameçon triple pour ces espèces-là. Donc ça paraissait dans la logique d'un biote optique, d'un leurre à faible impact environnemental, si on veut pouvoir relâcher le poisson, de faire en sorte qu'on puisse le relâcher dans de bonnes conditions et pas avec un œil en moins ou pas avec des déchirures absolument partout. Donc c'est pour ça qu'on a pris le parti de développer ce leurre et de le commercialiser avec des hameçons simples. Mais par contre, quand même, il y a certaines espèces où on est obligé de pêcher en triple. C'est notamment vrai en eau douce, notamment pour le brochet. Pêcher le brochet directement en simple, ça se fait. On peut en prendre. Par contre, le nombre de loupés est plus important. C'est pareil pour des poissons comme les barracudas, a priori, ou les pélamines. Donc, quand on l'a développé, on a fait en sorte de pouvoir utiliser des hameçons triples. Donc, les pêcheurs qui ont vraiment besoin d'hameçons triples pour les espèces qui pêchent, et on peut le comprendre, on a fait en sorte que ce leurre-là puisse être toujours aussi bien équilibré en mettant des hameçons triples. Du coup, la seule règle à avoir, c'est qu'il faut utiliser 2 hameçons triples, pas un simple, un triple, sinon l'équilibrage sera moins bon. Donc, c'est 2 simples ou 2 triples, et qu'il faut que les 2 triples soient de même taille. Après, peu importe la marque, donc nous,
le 75-54 de VMC est super bon. Donc moi, je le recommande vraiment sans aucune restriction. Et là, voilà, il faut choisir 2 tailles d'hameçon pour qu'au final, il ne s'en mêle pas au lancer, comme ça. Et puis, 2 hameçons triples ou 2 hameçons simples. Donc, on le lance en hameçon simple parce que pour nous, pour la pêche du bar, pour lequel il est d'abord destiné, même si en eau douce, il est redoutable et que moi, c'est devenu une de mes armes favorites pour la pêche du brochet. On peut se permettre de le faire en hameçon simple pour la perche, pour le black bass, pour le bar, sans aucun problème. Mais on a quand même pensé aux pêcheurs de brochet, aux pêcheurs d'aspe, aux pêcheurs de tous les poissons où les tripes sont quand même un petit peu mieux pour éviter d'avoir trop de loupés. Et à ce moment-là, il est possible de le faire sans abîmer sans dégrader, je veux dire, l'équilibrage du leurre. Enfin, moi, je suis partisan, franchement, du simple, même pour les espèces que tu as citées pour le triple. Bon, je testerai le barracuda. Pas de garantie là du coup, mais bon, parce que là c'est pas mon domaine d'expertise, mais je sais pêcher en mer, mais alors le barracuda, je m'y suis jamais frotté. Par contre, pour l'aspe, pour moi les simples, aucun problème. Pour le brochet, faut reprendre les bases avec les triples. Un stick bait en surface au brochet, on va rater énormément. Ah oui, ça c'est sûr. Je ne suis pas convaincu que le passage en simple, pas d'affirmation, hein, mais je ne suis pas convaincu personnellement que ça change énormément de choses. Si le brochet attaque bien, il engamme, il prend par le travers, c'est coffré, ça rentre. Ce qui compte, c'est que le pêcheur soit rassuré parce que sinon il aura du mal à utiliser le leurre. Et donc c'est quand même cette option-là. Mais je suis d'accord avec toi. Moi maintenant, dans mes boîtes, la majorité de mes bottes optiques sont en simple. Quand je vais pêcher le brochet, ça n'empêche pas que l'utiliser en simple. Et j'ai pris de très beaux brochets en hameçon simple sans aucun problème. Moi, personnellement, j'aurais un petit tips pour ceux qui n'ont pas forcément confiance dans les hameçons simples, c'est de rajouter un tout petit leurre souple qui fasse juste 2 fois la longueur de la rampe, de le glisser sur l'hameçon, de le coller avec un petit point de gluche, et ça focalise les attaques de poissons comme les perches en particulier, les black bass aussi, ils adorent taper juste l'armement quand il y a quelque chose dessus. Le bar, j'imagine que ça fera très bien l'affaire aussi. Un tout petit leurre souple, style worm ou un tout petit shad. Visuellement, déjà, c'est plaisant. Et en plus, ça facilite l'aspiration du leurre, en particulier de l'armement, au moment de la... Et puis le biotopsique s'anime facilement, donc il accepte assez bien ce genre de choses. Oui, il y a une bonne inertie. On sent quand on tape dedans qu'il part bien en slide sur les côtés. Vraiment un bon concept. Et puis donc, on va terminer par finalement ce qu'on voit en premier quand on pêche avec ce leurre, l'emballage. Oui. Du coup, vous avez travaillé quelque chose d'assez exceptionnel. Je vais le déballer là en direct pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Bon, je l'ai déjà déballé, donc il est déjà à peine déjà préformé. Un peu plus facile. En fait, c'est une seule feuille de carton. Oui. Donc, voilà, hein, on travaille le produit, mais on travaille également l'emballage. Là, on est sur quelque chose d'assez. Alors bon, pas facile à enlever, mais bon, ça, une fois qu'on a enlevé l'emballage, voilà, ça part, ce sera recyclable. Hein. Oui, c'était le but. Le but, c'est qu'on puisse. On a voulu faire. Alors, c'était ça. Le cahier des charges, c'était 100% carton, une seule feuille, pas de colle, pas d'agrafe, pas de petits liens, de petits serflex là pour tenir le produit. Il fallait que tout se maintienne de lui-même. Pourquoi une seule feuille? Parce que ça facilite le recyclage au niveau des gestions de tri. Donc, ouais, ça a été pensé vraiment pour faire en sorte que, au niveau du pack aussi, on soit le moins impactant d'un point de vue environnemental. Donc, encre végétale, pack fabriqué en France, en Bretagne. Ah, comme le leurre d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est un leurre qui est, je ne crois pas qu'on l'ait dit, mais il est fabriqué en Bretagne, ce leurre-là. Donc, ça aussi, c'était un petit challenge dedans pour, encore une fois, réduire son impact environnemental et privilégier des circuits plutôt courts. Donc, pour le pack, voilà, c'était vraiment un gros travail. C'était le projet de stage de Victor, qui aujourd'hui est designer chez nous. Il a passé 3 mois sur le pack. J'exagère pas, hein. Le temps qu'on trouve l'idée de où aller, qu'on l'ajuste, qu'on le mette au point, ça a été 3 mois de boulot, ouais. 3 mois de stage pour l'aboutir. Donc c'est vrai que c'est une belle réussite. On en est assez fiers aussi du pack. Ouais, clairement, quand j'ai vu ça, déjà la tenue du leurre à l'intérieur du pack, et puis une seule feuille pour faire tout ça, c'est impressionnant. Et toi, tu parles de petits challenges pour fabriquer un leurre en France. Moi, j'oserais dire un gros challenge. Le revers de la médaille, il y en a un, ça va être le prix. Oui, voilà. Alors le prix, oui, on en parle beaucoup. Alors on a essayé quand même, on a tout fait pour essayer quand même dans une gamme de prix, on va dire, on est sur
haut de la fourchette, oui, mais on reste, à mon sens, plutôt abordable et plutôt raisonnable par rapport au marché, on va dire, du leurre de surface haut de gamme. On est à peu près dans les mêmes fourchettes de prix. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on utilise des matières qui sont très dures à travailler. Donc déjà des matières qui sont beaucoup plus chères que l'ABS classique que l'on achète, qui sont aussi très sensibles, extrêmement dures à travailler. Pour utiliser les matières plastiques, il faut les chauffer pour les faire fondre et les injecter dans un moule. Sauf que ces matières-là, il faut que le procédé d'injection soit calibré, mais vraiment au degré près. Faire très attention aussi au taux d'humidité qu'il y a dans l'air, dans le matériau plastique avant l'injection, pour assurer qu'on ait une matière qui soit, un leurre qui soit solide et qui soit parfait. Donc, toutes ces précautions-là, dans le process de travail de ce leurre-là, toutes ces petites attentions, tous les petits détails qu'il y a dedans, les billes de verre, on n'en a pas parlé aussi, mais les billes de verre pour faire les yeux, pour insérer 2 billes de verre dans 2 coques, qu'elles rentrent toujours dans les mêmes coques, et qu'au moment de la soudure, elles ne viennent pas frotter l'une contre l'autre et donc finir en miettes. Tout ça, tous ces petits détails-là font qu'au final, le fabriquer en France, c'est beaucoup mieux parce qu'on a un vrai savoir-faire, ça nous aide à le faire, mais quand même qu'on arrive à un produit qui est quand même, voilà, qui est quand même, qui reste assez cher. Aujourd'hui, on est autour de 30 €, donc ça reste quand même un produit voilà, qui a un certain prix. On en est conscient, mais d'un autre côté, on est quand même assez fier d'avoir réussi à proposer un tel produit à ce prix-là. Forcément. Après, faut savoir ce qu'on veut acheter. Et là, oui, tu parlais de l'œil en verre. J'ai trouvé ça assez magnifique. Alors, on peut pas parler de réalisme du coup, mais il y a vraiment un effet bluffant parce qu'il y a des jeux de lumière qui le traversent en fonction de l'angle où la lumière arrive. Et donc l'œil va changer finalement de couleur, de luminosité en fonction de l'angle où on le voit arriver. Donc, c'est un concept intéressant. La bille de verre, oui, on l'entend très bien quand on anime le leurre et puis quand on le secoue. Hein, donc oui, franchement, il a tout d'un leurre, on va dire, oui, technique, hein, un leurre haut de gamme. Le seul détail qui pourrait chagriner, on va parler des couleurs, hein, parce que c'est vrai que pour prendre un pêcheur, il faut déjà que dans le rayon, le leurre attire le pêcheur. Là, ce sera un peu moins le cas. Par contre, je pense qu'au niveau efficacité, hein, on a du blanc, on a du noir déjà. Pour moi, c'est des bases incontournables, surtout en surface. Les jeux de contraste. Voilà, pour le moment, on est obligé d'être sobre au niveau des couleurs parce qu'on fait du monochrome, on va dire, coloré dans la masse. On va travailler dessus pour essayer de proposer d'autres choses plus tard. On a plein d'idées pour aller plus loin sur ces concepts-là. Mais oui, ça vient vraiment de l'enjeu environnemental. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre des peintures, des foils, de tout ce qu'on a l'habitude de faire qui rendent le produit déjà beau pour le pêcheur. Et pour autant, hein, c'est des couleurs qui fonctionnent vraiment. Tu l'as déjà vu un peu aperçu aussi, mais vu qu'on est sur des matières organiques, hein, notamment le blanc, là, c'est pas un blanc peint, c'est un blanc vraiment organique qui a une profondeur qui est naturelle. Et on est plutôt persuadé qu'au final, c'est pas plus mal pour pêcher. Tu prêches un convaincu. J'aime bien justement revenir à des bases parce qu'on torture souvent l'esprit sur des coloris, sur des points de détail. Le poisson, il n'a pas toujours le temps d'y faire gaffe à ça. Et donc, moi, je suis assez convaincu par le concept. Moi, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais à te poser. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus? Est-ce que tu pourrais nous dévoiler des pistes sur les suites du biotope, peut-être? Si tu me lances là-dessus, on va parler pendant des heures. Hein. Non, juste, on a parlé beaucoup de l'impact environnemental du leurre, mais je voudrais quand même juste repréciser, quand même, insister sur le fait qu'on a surtout développé un leurre de surface pour pêcher. On n'a pas voulu faire juste un démonstrateur de faible impact environnemental. On a vraiment travaillé pour qu'il soit facile à lancer. Il fait partie de ceux qui se lancent le plus loin dans cette catégorie de taille, de poids. On a développé un leurre qui soit facile à animer, parce que au début, pour un débutant, c'est pas forcément facile d'animer un leurre Walking the Dog. Celui-ci, grâce au concept des billes de verre là, et de son équilibrage qui lui donne de l'énergie, fait que le moindre énergie qu'on va lui donner va le faire nager facilement. Tu en parlais tout à l'heure justement de l'inertie. Donc c'est un leurre qui est facile à animer, qui accepte différentes vitesses de récupération, différentes vitesses d'animation aussi. On est obligé d'avoir un tempo vraiment précis, comme il existe sur certains leurres. Donc on a un leurre qui est facile à lancer, facile à animer, et donc qui est vraiment pêchant. Donc c'était aussi vraiment une forte volonté de notre part de faire un vrai bon leurre de surface. Donc ça, c'est le petit chose où je voulais réinsister un petit peu dessus quand même.
Parce que oui, on a réussi à faire quelque chose qui soit à faible impact environnemental, mais je pense vraiment aussi qu'on a réussi à faire un très bon leurre d'un point de vue, d'un point de vue pêche. Bah, d'ailleurs, tu nous le disais, vous êtes parti de là. Vous êtes parti du leurre Ouais. traditionnel et pêchant, et vous y avez greffé le concept biodégradable et biosourcé. Voilà, c'est ça. Ouais, c'était ça. C'était la base du travail. Après, maintenant, vous teasez un petit peu sur ce qui arrive ensuite sur cette famille-là. On travaille sur de nouvelles couleurs. On travaille sur de nouvelles tailles. T'en as un sur ton bureau, Flo? T'en as pas là? Ils sont dans nos boîtes. On travaille sur de nouvelles tailles, donc on va travailler sur un plus petit, un plus grand. Donc ça, on est en train de... Ouais. Je vais vous montrer ça. Alors, je sais pas si on va me le redire après, mais voilà, on travaille sur un plus petit, un plus grand. Ça, c'est les protos d'ici. C'est exclu pour la vidéo. Donc voilà, la taille normale, un plus petit, un plus grand. Donc ça, c'est des projets sur lesquels on est pas mal avancé. Donc là, on est en train de voir pour faire réaliser les moules, les moules d'injection pour pouvoir faire des vrais protos sortis de presse. Donc on va continuer de travailler sur cette gamme Biotope, continuer de développer cette technologie-là, et puis continuer d'apprendre à vraiment devenir producteur de leurre aussi, hein, parce qu'il y a quand même le leurre est assemblé chez nous. C'est un nouveau métier pour nous. On était développeurs et distributeurs. Là, on devient aussi, grâce à ce produit-là, producteur. Donc, je pense qu'on va grandir avec cette nouvelle technologie-là. Et il y aura pas mal de projets à venir là-dessus dans les années à venir. Merci pour tout, franchement, et puis merci pour l'exclu, hein, c'est vraiment sympa. Et puis, ça donne envie parce que déjà, enfin, pour avoir pris à peine en main le leurre, déjà, oui, une petite taille pour la perche et puis une plus grosse brochet, par exemple. Hein. Bon, moi, je pense aux tous, hein, forcément, c'est des formations professionnelles. Non, mais je comprends bien. On a la même du côté marin, j'imagine, avec d'autres poissons à viser. On a la même, ouais, effectivement. Après, moi, je suis très pêcheur eau douce aussi, donc comme toi, je voyais un petit peu les mêmes choses. Mais pour le bar, effectivement, la petite taille est très bien dans les petites baies calmes, fin de montante. Et puis les grosses tailles, c'est bien quand il y a un peu plus de clapots pour les situations bateau, pour aller chercher un peu plus loin par mauvais temps. Donc là, avec ces trois tailles-là, on aura les trois tailles les plus polyvalentes, aussi bien pour l'eau douce que pour la mer. Donc, ce sera pas mal. Et puis, bon, on ira peut-être encore plus loin dans d'autres choses, mais je ne peux pas trop en dire parce qu'il y a encore des choses un peu confidentielles. En tout cas, on travaille dessus. Et c'est assez excitant de travailler sur ce genre de projet-là, sur essayer de développer ces technos-là. Ok, bah j'imagine, oui, forcément. Bah, moi, je te remercie pour toutes ces infos. Franchement, voilà, ça a été super riche. On a appris beaucoup sur le biotope. On en sait beaucoup. Voilà, on connaît le leurre par cœur maintenant. Il n'y a plus qu'à pêcher avec. Et franchement, si j'ai un message à passer, moi, aux internautes, à tous ceux qui nous regardent, passez le pas, essayez ce leurre, parce que s'il fonctionne, ça va se développer automatiquement. Oui, exactement. Ouais. C'était un gros projet, hein, comme je dis, on l'a lancé en 2018. On a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps dans ce projet-là. Hein. C'est des projets que l'on a chiffrés parce que, notamment ces dernières années, parce qu'on a été soutenu par la région Bretagne et BPI France, qui nous ont donné une subvention pour nous aider à développer ça. C'est un moment où on n'était pas loin d'arrêter le projet parce que c'était compliqué, les investissements étaient très importants. Donc c'est un projet qui est revenu, un projet de développement qui nous est revenu, je pense, au moins d'une fois plus cher qu'un projet de développement de leurre classique. Donc on l'a fait parce qu'on a envie d'aller vers là, parce qu'on pense qu'on a les compétences pour le faire et que on est petit, indépendant, on arrive à bien s'en sortir. Donc c'était à nous de le faire pour vraiment que ça bouge. Donc on a envie de continuer à aller par là, mais effectivement, nous soutenir en achetant, en l'utilisant, en nous faisant des retours, en nous aidant à continuer de développer cette chose-là, sera la meilleure façon pour nous de nous encourager à continuer ces développements-là et aller plus loin encore sur ces technologies-là. Bah, on peut que vous encourager, mais le meilleur des encouragements qu'on peut faire, hein, c'est acheter le leurre, l'utiliser, prendre du poisson avec et montrer que ça fonctionne. Voilà. Bon, bah, je te dis à bientôt. Oui, bah, merci beaucoup encore. Ouais. Et puis, s'il y a des questions qui reviennent par commentaire ou autre, il faudra qu'on voit pour que j'essaie de répondre. En tout cas, ce sera avec plaisir que je pourrai donner plus de détails sur ce produit-là et sur ces nouvelles matières-là. Ça marche. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Ciao. Et bien voilà, c'est tout pour cette interview. Ça a été riche, ça a été intense, on en a appris énormément. N'oubliez pas que tous nos tests sont bien sûr en ligne sur Fish & Test. Je posterai bientôt d'ailleurs le Biotope Stick. Quant à moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la pêche, c'est une passion qui se partage.